Radio Shalom. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Shalom. Nous avons le plaisir d'inaugurer avec vous une chronique spécialement consacrée à l'Iran. Nous essaierons, avec des invités de marque, d'étudier ce pays plusieurs fois millénaire, de l'étudier sous des angles divers, d'étudier ce pays pour prendre en compte l'actualité, les nouveaux rapports géostratégiques, les nouveaux rapports d'influence qui se dessinent avec le Moyen-Orient et avec toujours en filigrane la question du rapport avec Israël. Nous avons l'honneur aujourd'hui d'accueillir en studio l'avocat d'affaires internationales, associé et fondateur du cabinet Cohen Amir Aslani au barreau de Paris. Maître Amir Aslani est aussi essayiste spécialisé en géopolitique, intéressé par les questions religieuses. Il a notamment écrit un essai intitulé Iran et Israël, Juifs et Perses, publié chez l'éditeur Nouveau Monde en 2013. Et il me semble, maître, que vous sortez également un autre ouvrage, Iran, le sens de l'histoire, aux éditions du Moment, qui sortira fin février. Absolument. Bonsoir, madame. Bonsoir. Alors, commençons par un bref rappel de ce en quoi consiste l'identité politique de la République islamique. Commençons par retracer brièvement l'histoire des amours et des désamours de l'Iran avec l'Occident, les pays du Golfe et Israël. Alors, en 1979, c'est l'avènement de la République islamique. Une tradition impériale de 2500 ans prend fin et avec elle une alliance naturelle et stratégique avec Israël. L'Iran avait été l'un des premiers pays de la région à reconnaître l'existence de l'État hébreu en 1948 et désormais avec le régime des mollahs, c'est une chirurgie géostratégique contre nature qui est opérée. Dès 1979, l'Iran cessait à une ligne de conduite pan-islamique, mais c'était sans compter sur des haines traditionnelles entre chiites et sunnites et les rivalités historiques entre arabes et perses. Bien vite, les contours d'une guerre tacite se dessinent entre des ennemis naturels, l'Iran chiite, l'Arabie saoudite sunnite ou wahhabite, et sur fond d'inscription identitaire contre l'Occident menée par le géant américain et le petit Satan israélien, l'Iran s'érige comme une théocratie la plus aboutie de l'histoire. 1989, me semble-t-il, marque un tournant avec la grande figure de la révolution islamique, l'ayatollah Khomeini, qui décède et qui est succédé par l'ayatollah Khamenei. Et on voit progressivement l'essoufflement d'un islam révolutionnaire qui investissait la politique. Et progressivement, cet islam s'institutionnalise et la diplomatie se rationalise lentement, très lentement, et jusqu'à aboutir progressivement à l'optique d'accords qui ont été signés très récemment, le 14 juillet 2015, et qui commencent à entrer en vigueur. Ces accords réunissaient donc l'Iran, les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Angleterre, la France, l'Allemagne et l'Union européenne. En d'autres termes, l'Iran redevient un interlocuteur fréquentable et peut prétendre réinvestir un rôle d'influence au Moyen-Orient. Alors, il me semble que ce retour en grâce n'est pas étranger à l'émergence d'un danger tout inédit, qui est Daesh. L'Iran chiite constitue la première cible, en effet, de l'État islamique, qui considère le chiite non pas comme musulman, mais comme l'usurpateur de la pureté islamique. Il fait partie du premier cercle à purger dans le cadre de la pseudo-idéologie daéchi. L'Iran, donc, devient naturellement une puissance dont l'Occident ne peut plus faire l'économie actuellement. Alors, maître, dans un premier temps, vous allez essayer de nous expliquer, de nous faire comprendre en fait les tenants et les aboutissants des accords. Alors, quelles en sont les grandes lignes et dans quelle mesure ces accords empêchent l'accession de l'Iran à la bombe? Alors, ces accords-là mettent un terme définitif à la quête de nucléaire militaire par l'Iran. L'Iran est contraint, dans le cadre de ces accords, ce que l'Iran a fait, à mettre un terme à sa quête de nucléaire via le chemin du plutonium, puisque l'Iran a arrêté définitivement la centrale nucléaire d'Arak, qui est une centrale à eau lourde. L'Iran a arrêté le fonctionnement de centrifugeuses. L'Iran dispose de 19 000. Aujourd'hui, cette quantité a été réduite à un nombre insignifiant qui permet juste à l'Iran de maintenir, si j'ose dire, l'enrichissement de l'uranium à des fins scientifiques et pour une production locale, notamment à destination médicale. L'Iran a transformé, si vous voulez, le centre de Fordo en un centre de recherche scientifique. L'Iran
l'Iran a transféré vers la Russie la totalité de l'uranium enrichi à 20%. Et l'Iran a vendu aux Américains le plutonium dont il disposait. Donc aujourd'hui, l'Iran n'est plus à même de fabriquer une bombe nucléaire. Et cet accord-là a acté de la chose sur une longue période. Donc le contrat est rempli. Alors comment expliquer que Benjamin Netanyahou et l'Arabie Saoudite, malgré cet encadrement, ne cessent de critiquer ces accords? Benjamin Netanyahou souhaite tout simplement que l'Iran ne soit pas autorisé à enrichir l'uranium. Chose qui, si vous voulez, est une demande excessive, puisque le traité international de non-prolifération autorise expressément les pays adhérents à enrichir l'uranium. La question c'est, est-ce que l'Iran va pouvoir aller vers la bombe nucléaire? La réponse est définitivement non. Je pense pour ma part que Netanyahou, avec la tendance qu'il représente, a une attitude particulièrement excessive sur la question iranienne. Et quand vous regardez sur l'échiquier politique israélien, vous voyez que le parti travailliste, par exemple, de M. Herzog, à aucun moment n'a considéré que l'Iran était un danger existentiel pour Israël. Ceci est tellement vrai que la totalité des chefs du Mossad, du Shin Bet, si vous voulez, sont allés online et ont participé à un documentaire pour dire que l'Iran ne représente pas une menace militaire pour Israël. Je pense pour ma part que Netanyahou, de par son passé personnel, de par une considération de politique interne en Israël, a tendance, si vous voulez, à en permanence créer l'ennemi de l'extérieur pour de considérations politiciennes locales. Les Saoudiens, pour leur part, c'est autre chose. Les Saoudiens, en fait, vivent dans la crainte du retour des années 70, quand l'Iran impérial était le principal allié de l'Occident, et les Saoudiens, d'ailleurs, avec tous les autres pays arabes du Golfe Persique, si j'ose dire, des États de second niveau. Donc, ils n'ont pas envie de retourner vers le passé. Oui, alors effectivement, la Commission de l'énergie nucléaire israélienne a validé ces accords, donc on peut éventuellement se poser la question de savoir si c'est pas un fonds de commerce politique, la position de Benjamin Netanyahou. C'est ce que je viens de dire. Pour ma part, en réalité, c'est une considération. La rhétorique de Netanyahou, c'est exclusivement destiné vers une consommation interne locale. Alors, est-ce que les positions anti-israéliennes prises par les mollahs et les gardiens de la révolution sont juste une posture, du coup? Si vous voulez, c'est une question très pertinente. Globalement, c'est faux de dire que les Iraniens se lèvent tous les matins en pensant à Israël et à la destruction de ce pays. C'est pas vrai. Israël est à plus de 1000 km de l'Iran. Il n'y a aucune frontière commune, aucun échange commercial, aucun intérêt géostratégique immédiat. Dire que les Iraniens sont engagés dans un conflit avec Israël, c'est pas vrai. C'est tout simplement pas vrai. Par contre, ce qui est vrai en réalité, c'est que l'Iran et Israël ont des intérêts stratégiques en commun. Vous avez dit tout à l'heure que l'Iran avait reconnu Israël à l'époque impériale. Je ne pense pas que l'Iran ait officiellement reconnu l'État d'Israël, puisqu'il n'y a jamais eu d'ambassade d'Israël à Téhéran. Il y avait effectivement une représentation qui faisait office d'ambassade, mais le Shah n'a jamais osé reconnaître Israël. Pour moi, l'Israël est une réalité que les Iraniens reconnaissent. Donc la question de reconnaître Israël ou pas, c'est à mon sens une question qui est un non-sens, puisqu'Israël est une réalité. Cela dit, aujourd'hui, Israël et l'Iran sont menacés par un même danger, qui est un danger qui est sous-estimé à Jérusalem par Netanyahou, qui est le danger de l'irruption volcanique de l'islamo-fascisme de Daesh et des mouvements associés qui menacent la stabilité de tous les États de la région. Rappelons par exemple que la stratégie de défense d'Israël était fondée, jusqu'à il y a peu, jusqu'à l'avènement de Daesh, sur un arsenal nucléaire contre des États-nations arabes hostiles, avec un Saddam à Bagdad, un Assad puissant à Damas, un Nasser au Caire. Aujourd'hui, ces pays-là n'existent plus. Donc ça fait bien une belle jambe pour Israël d'avoir un arsenal nucléaire de 300 ogives face à des groupuscules terroristes sur ses frontières. Donc aujourd'hui, les Israéliens ont besoin d'avoir un allié majeur, c'est la doctrine de Ben Gurion, qui disait qu'Israël, pour pouvoir assurer sa propre pérennité dans cette région qui lui est globalement hostile, a besoin de s'appuyer sur un pays puissant de la région. On constate que l'Égypte n'existe plus. Le maréchal Assisi est obligé chaque soir de changer de domicile tellement il a peur des 400 000 frères musulmans qu'il a réussi à antagoniser. La Turquie aujourd'hui, qui proclamait il y a quelques années avec Davutoglu, la Turquie ne veut zéro problème avec ses voisins, aujourd'hui à zéro voisin sans problème, est en conflit, si vous voulez, avec ses alaouites dans son propre pays, qui représente un quart de sa population. La Turquie a son propre ayatollah fanatique, si j'ose dire, en Amérique, en la personne de Fethullah Gülen. La Turquie
qui a réussi à relancer la guerre contre le PKK. Et il ne faut pas oublier que tous les jours, il y a des bombardements à l'intérieur de la Turquie sur la région de Diyarbakir, région kurde. Donc la Turquie aujourd'hui ne représente personne, est un pays en train de descendre, si j'ose dire, en crédibilité. Il ne reste que l'Iran. Et il se trouve que malgré, si vous voulez, la rhétorique que l'on entend à gauche et à droite, les Iraniens et Israéliens ont un intérêt réel. Pourquoi? Parce que l'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami. Il ne s'agit pas, si vous voulez, pour les Israéliens d'aimer les Iraniens, les Iraniens d'aimer les Israéliens, même si on peut l'espérer. Ce qui est certain, c'est que ces deux pays sont menacés par un même danger. Puisque dans l'échelle de la haine, vous l'avez parfaitement rappelé, les islamo-combattants djihadistes Daesh pensent que le numéro un comme menace, c'est les Iraniens chiites qu'il faut exterminer, qu'il faut raser. Donc les Iraniens perçoivent Daesh comme une menace existentielle. Mais derrière l'Iranien vient le juif. Donc les Iraniens et les juifs ont un intérêt personnel pour unir leurs forces, pour combattre ce fléau, ce virus de wahhabisme dans la région, qui est un virus qui est étranger à cette partie du monde. Moi je dis souvent, rappelons-nous que Bagdad, Damas étaient des royaumes sunnites. Pendant plus de 1000 ans, ces pays-là étaient dirigés par des sunnites. À Bagdad, vous aviez la dynastie, si vous voulez, des Abbassides. À Damas, vous aviez la dynastie des Omeyyades. Ces gens-là n'ont jamais détruit, par exemple, Palmyre, qui était debout depuis 2000 ans en Syrie. Ils n'ont jamais détruit le mausolée chiite ou le trésor du Nemrod en Irak. Et bien, il a fallu, si vous voulez, l'arrivée de ce virus étranger à cette région, qui est le wahhabisme, qui vient de l'Arabie Saoudite, pour détruire tout ce qui n'était pas conforme à cette version réductrice et dangereuse de l'islam, qu'est le wahhabisme. Et est-ce que vous pensez que l'identité politique de la République islamique, qui a besoin de ne pas perdre la face en assouplissant justement ses relations par rapport à sa considération d'Israël, pourra un jour s'estomper? Est-ce que vous pensez qu'un jour il pourra y avoir, d'ici 5 ans, 10 ans peut-être, des liens possibles de façon officielle? Si vous allez en Iran, vous vous concentrez une réalité. C'est que la communauté juive la plus importante en dehors d'Israël, au Moyen-Orient, est en Iran. Alors, on dit qu'ils sont 20 000, 40 000, moins de 50 000, mais c'est un chiffre quand même conséquent. C'est une communauté, si vous voulez, qui n'est pas pourchassée dans la rue. Elle pratique sa religion. Elle a ses boucheries cachères. Elle a ses écoles juives, qui sont d'ailleurs parmi les meilleures de Téhéran et d'ailleurs. Donc c'est une communauté qui vit en paix. Elle est même représentée à l'Assemblée nationale iranienne. Donc l'Iranien et la civilisation persane n'a rien contre le judaïsme en tant que tel. Je vous rappelle d'ailleurs que la première fois où les Juifs ont pu échapper à un pogrom, c'est dans la Torah, c'est lorsque le chef de Perse a autorisé les Juifs à se défendre, c'est la fameuse affaire de Purim, qui en hébreu signifie un jet de dés. Donc ils ont réussi à échapper à un pogrom en Iran. Et l'Iran a compté un certain nombre d'impératrices juives, dont la plus connue est Esther, justement à cette occasion-là. Et il y a en Iran, si vous voulez, des mausolées juifs, des lieux de culte qui sont protégés, comme par exemple le tombeau de Mordechai et d'Esther, comme par exemple le tombeau de Daniel. L'Iran n'a jamais eu, si vous voulez, un conflit personnel, ethnique, racial, religieux avec le peuple juif, bien au contraire. D'ailleurs, les juifs iraniens ne sont ni ashkénazes, ni séfarades, ni mizrahi. Ce sont ceux qui ont choisi de venir en Iran, lorsque Kourosh a renversé le fils de Nabucodonosor en Babylonie. Ce sont des juifs qui sont chez eux en Iran. D'ailleurs, étonnamment, quand vous les interrogez, ils ne disent pas que je suis juif français, ils disent que je suis iranien juif. Donc le juif n'est pas menacé en Iran. Et la raison d'État l'emporte. Le général de Gaulle disait que la France n'a pas d'amis ni d'alliés, elle n'a que des intérêts. Eh bien, l'Iran a des intérêts également, au même titre qu'Israël. Et donc ces intérêts feront que tôt ou tard, et c'est inéluctable, ces deux pays devront s'entendre. Et les Juifs qui vont en Iran savent qu'il n'y a pas, ceux qui connaissent par ailleurs Israël, savent que dans la réalité, il n'y a aucun peuple dans la région qui ressemble autant au peuple israélien qu'au peuple iranien. Dans leur façon d'être, dans leur façon de voir le monde, dans leur apparence, dans leur look, c'est deux peuples très similaires. Vous me rassurez, je pensais exactement la même chose, mais là vous me rassurez encore plus, c'est dans l'idée qu'un jour officiellement les choses pourront se faire, parce que j'imaginais que l'idéologie devait justement conserver une façade identitaire. Et en tout cas, je vous remercie, c'est plein d'espoir. Nous rendons l'antenne. Merci à vous, maître Amir Aslani, c'était parfait. Merci beaucoup. Merci, madame. Radio Shalom 94 juillet.